Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. 8 millions d'électeurs maliens sont invités ce dimanche 29 juillet à élire leur futur président. Pour ce premier tour, 24 candidats sont en lice. Les deux favoris sont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances. En Éthiopie, les premières réformes du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed ont plus que défrayé la chronique. Une gouvernance novatrice qui pour l'instant ne déplaît pas aux citoyens éthiopiens. Et puis au Maroc, la compagnie aérienne nationale fait face à une crise sociale qui lui coûte près de 1,8 million d'euros par jour. Les résultats de la grève menée par les pilotes qui réclament l'augmentation de leurs revenus sur les 3 prochaines années. Les 23 000 bureaux de vote sont déjà ouverts pour les Maliens qui sont appelés aux urnes ce dimanche afin d'élire leur prochain président. En amont de ce scrutin, les chefs des missions d'observation électorale internationale et les candidats à la présidentielle se sont rencontrés samedi 28 juillet pour aplanir les divergences sur les diverses questions en rapport avec ce scrutin déterminant pour l'avenir de la nation. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Paris. L'élection présidentielle malienne se tient ce dimanche 29 juillet 2018. Depuis quelques jours, l'opposition redoute des fraudes en pointant du doigt l'existence d'un fichier parallèle, les votes par procuration et l'accès au centre de dépouillement à tous les observateurs. Ce samedi, le chef du gouvernement, les candidats ainsi que les partenaires du Mali se sont accordés sur ces questions. Nous nous sommes passés des consensus raisonnables, comme je l'ai dit très souvent, à savoir que nous avons un fichier qui est celui qui a été audité. Il y a un certain nombre de points qui faisaient l'objet de préoccupations et même de contestations sur lesquels, là aussi, moi-même j'ai eu à prendre un certain nombre de décisions, notamment le retrait de l'instruction ministérielle concernant les procurations. Elle a été âpre. Mais il faut remercier les représentants de la communauté internationale qui très tôt ont apporté une contribution de qualité afin que nous ayons des élections dans des conditions acceptables. Les chefs des missions électorales de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la MINUSMA, de la CEDEAO et de l'OIF se sont improvisés en médiateurs pour ramener la sérénité dans les deux camps. Le consensus est très important. Et le Premier ministre vient de poser un acte dans ce sens-là. Sous dossier, on dit que le consensus tient lieu de valeur constitutionnelle. Ça, je l'ai dit, ça c'est au Bénin, ça. Le consensus tient lieu de valeur constitutionnelle. Alors, vous voyez, ça fait avancer. Et enfin, je terminerai en disant que de tout ce que nous avons eu, vraiment la tension a baissé. C'est important que tout acteur qui participent à ce processus électoral puissent avoir accès au bureau de vote, au bon déroulement dans les scrutins, mais surtout pour ce qui concerne des observateurs nationaux et internationaux, je continue à dire que c'est un avancée très important pour le fait qu'ils peuvent participer à toutes les étapes de l'observation, y compris la centralisation. Ce sont 8 millions d'électeurs maliens qui se rendront aux urnes pour accomplir leurs devoirs citoyens. Plus de 20 000 forces de sécurité maliennes, mais aussi de la MINUSMA, veillent à la sécurité de ces scrutins. 168 députés sur les 217 députés que compte l'Assemblée des représentants du peuple tunisien étaient présents samedi 28 juillet à la deuxième partie de la plénière pour voter leur confiance au nouveau ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati, désigné par le chef du gouvernement, Youssef Chahed. Avec 148 voix pour, 8 abstentions, 13 voix contre, Hichem Fourati succède ainsi à Lotfi Ibrahim, limogé le 6 juin 2018. Jusqu'ici, c'était le ministre de la Justice, Gazi Djeribi, qui assurait l'intérim. L'éligibilité de Jean-Pierre Bemba est remise en cause en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale qui stipule que les personnes condamnées pour corruption sont inéligibles selon la majorité au pouvoir. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Jean-Pierre Bemba est appelé à se retirer de la course pour la présidentielle s'il se trouve dans un cas d'inéligibilité. L'affaire de subornation des témoins est évoquée par la majorité présidentielle.
Alain Atundu, porte-parole de la famille politique du chef de l'État, a abordé la question ce vendredi 27 juillet au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. La majorité présidentielle souhaite donc que le sénateur prenne un engagement clair à ce propos par une déclaration solennelle qui ne se présenterait pas s'il s'avérait qu'il se trouvait dans un des cas d'inéligibilité prévus par la loi électorale. C'est une position qui, indubitablement, alimente un autre débat, celui de la candidature ou non du président Joseph Kabila. À en croire André Alain Atundu, Joseph Kabila ne peut se représenter pour un troisième mandat. Kabila a pris l'engagement de respecter cette disposition. La majorité présidentielle a confirmé dans l'accord du 31 décembre 2016, dans les termes de l'opposition, s'il vous plaît. Ayant accompli 2 mandats, il ne peut plus en solliciter un troisième. La déclaration de la majorité présidentielle va, selon les observateurs, surchauffer les esprits entre la famille politique du chef de l'État et celle du président du mouvement de libération du Congo, qui est attendu à Kinshasa le 1er août prochain. En 3 mois à peine, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a mis fin à l'état d'urgence, libéré des prisonniers politiques et fait la paix avec l'ennemi juré de son pays, l'Érythrée. Une vague de réformes sans précédent en Éthiopie. Qu'en pensent les Éthiopiens? Élément de réponse dans ce sujet d'Aïssatou Bari. Inimaginable, il y a encore quelques mois, le rapprochement avec l'Érythrée a été amorcé début juin 2018 par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en décidant également de la libéralisation partielle de l'économie, de la remise en liberté des dissidents politiques et en annonçant sa volonté de mettre un terme à plusieurs décennies d'hostilité avec l'Érythrée. Il a depuis pris de court tout le monde, population éthiopienne en tête. Il croit en l'unité de tous les Éthiopiens. Et si nous n'avons pas cette mentalité, nous ne pourrons pas apporter le changement que nous voulons. Alors oui, il incarne cet état d'esprit du vivre ensemble. Devant le rythme accéléré et la portée de ces réformes, nombre d'observateurs se sont inquiétés des tensions que ces profonds changements pouvaient susciter. Tout le monde est désireux de protéger le changement, mais parfois cet empressement à le protéger se traduit par la police sociale, le différent point de vue qui frise l'éloge inconditionnel que le public lui voue, l'associant parfois à l'avenir de l'Éthiopie. Je ne pense pas que le Premier ministre Abiy Ahmed veuille cela, alors j'espère qu'il deviendra proactif en inculquant la pensée critique et qu'il ouvrira le débat sur des réformes institutionnelles plutôt que des réformes individuelles. De 1998 à 2000, l'Éthiopie s'est livrée avec son voisin l'Érythrée, une guerre qui a fait quelques 80 000 morts. En pleine saison estivale, la Royal Air Maroc fait face à une crise sociale qui lui coûte des millions de dirhams par jour. Le secteur du transport aérien du royaume chérifien vit au rythme de grandes perturbations. En cause, la grève menée par les pilotes. Les aviateurs qui touchent en moyenne 150 000 dirhams par mois demandent une augmentation sur les 3 prochaines années. Vina Nodin. La grève des pilotes coûte à la compagnie marocaine d'aviation civile Royal Air Maroc. Avec l'annulation de près de 80 vols en à peine une semaine, la compagnie perd près de 1,8 million d'euros par jour. Une situation due au désaccord entre le management de la compagnie et la corporation des pilotes de ligne. Nous ne pouvons accepter la revalorisation des salaires comme demandé par les pilotes. Cela mettrait le groupe dans une situation financière très difficile, alors qu'elle a déjà engagé plusieurs investissements dernièrement. Les pilotes de la compagnie, qui touchent en moyenne 150 000 dirhams par mois, demandent une augmentation sur les 3 prochaines années de 15 000 dirhams pour les pilotes et les commandants de bord et de 10 000 dirhams pour les copilotes. Les pilotes réclament également la réouverture d'une école de formation des pilotes. Ils ont intérêt quand même à négocier convenablement avec les pilotes pour que les pilotes ne désertent pas justement la Royal Air Maroc, parce que sinon c'est l'écroulement total. Et si la Royal Air Maroc s'écroule, ce sera à l'instar d'Air Afrique,
Donc, c'est d'autres sociétés occidentales qui vont prendre le relais. Ce vendredi 27 juillet, 10 vols ont été annulés au départ ou à destination de Casablanca. En pleine saison estivale, le secteur du transport aérien au Maroc vit au rythme de grandes perturbations. 11 000 billets devront être remboursés, en plus des charges liées au stationnement des avions et les taxes d'aéroport. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.